Grégoire Favet. 15h, merci d'être avec nous sur BFM Business. Encore une séance très intéressante, voire passionnante. Dans le siège évidemment de l'élection de Donald Trump, on va continuer d'en parler très largement sur cette antenne et pendant ces 3 heures d'émission. Et c'est Quentin Perroma qui est avec nous pour commencer. Bonjour Quentin. Bonjour Grégoire. Directeur de la gestion d'Assetfi. Et puis comme chaque après-midi, on est en duplex à la fois à la Bourse de Paris avec Antoine chez Euronext à la Défense et depuis New York avec vous Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services. Je vais commencer avec vous Grégory. On est à une demi-heure de l'ouverture. On vient d'avoir quelques statistiques américaines, notamment un indicateur de prix. Alors on regarde beaucoup les prix à la consommation, c'est l'inflation finale, celle qu'on retrouve dans nos portefeuilles, mais il y a un indice intermédiaire qui est particulièrement à regarder, c'est l'indice des prix à la production qui, celui-là est sorti pour le mois d'octobre et sur le mois c'est un indice de prix qui ressort parfaitement stable. Grégory, les prix à la production, on va le dire comme ça, c'est le reflet de la capacité des entreprises à passer des hausses de prix. Oui, on peut dire que c'est ça. En gros, c'est les prix de gros. Mais on voit aussi, par exemple, les prix des services. Et ce qui est relativement intéressant dans cette statistique, c'est que le secteur où il y a eu une baisse nette des prix, vous n'allez jamais y penser, mais c'est le secteur des services financiers, où sur le mois d'octobre, les prix ont baissé de 0,3%. Donc, je dirais, quelle est la conclusion à tirer? La conclusion à tirer, c'est que quand la Fed va se réunir le mois prochain, elle aura sûrement en hausse ses anticipations d'inflation pour l'année prochaine à cause de tous les programmes de stimulus qui vont venir, mais elle aura comme donné apprise ou révélé ou publié des chiffres qui sont encore très très faibles, puisque là ça donne une inflation, si on enlève l'énergie, la nourriture, les transports, etc., même pas à 1,6%, on est toujours en dessous des objectifs de la Fed. Bon, d'ailleurs, au sujet de la réunion de décembre, le doute aujourd'hui n'est quasiment plus permis. C'est ce que dit d'ailleurs James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis. Alors c'est marrant parce qu'il dit il faudrait une très grosse surprise pour que la Fed recule en décembre. En même temps, c'est pas comme si on manquait de surprises en ce moment. Alors, mais oui, le marché est tellement résilient aux surprises politiques et économiques qu'on peut avoir qu'il faudrait que ce soit, je sais pas, la méga surprise que personne n'a vu venir. Mais là, c'est quasiment intégré à 100%, Grégory. Non, pas du tout. Je pense que la méga surprise, on pourrait l'avoir en Italie. Et je pense que les Américains sont toujours américanocentristes, donc ils pensent pas tellement à cette élection italienne, à ce vote en Italie qui est extrêmement important pour l'Europe, je pense. Et si on voyait une période suite à ce vote avec de nouveau beaucoup de volatilité sur les marchés, tout est possible, mais disons, en tout cas, basé sur les anticipations d'inflation, on est d'accord, la Fed monte les prix, mais la surprise, elle est plus possible, plus probable qu'on ne peut l'imaginer, je pense. C'est la surprise permanente, en fait, ces marchés. Quentin, un mot, effectivement. Oui, la surprise permanente, on fait le bilan, là, une semaine après l'élection de Donald Trump, les réactions de marché, les tendances violentes qu'on a vues s'intensifier, s'accélérer. Qu'est-ce que vous dites une semaine après, 4 mois après le Brexit, une semaine après l'élection de Donald Trump? Ça fait beaucoup pour une année, quand même. Oui, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Déjà, on déjoue les pronostics les uns après les autres. Même si là, c'était un petit peu plus hésitant. Clairement, le marché a réagi vraiment de manière surprenante, c'est-à-dire avec une résilience, à mon avis, auquel peu d'opérateurs s'attendaient. Et tout de suite, en fait, les opérateurs ont disséqué très rapidement le programme de Trump et les effets sur les marchés. Et tout de suite, on a interprété une politique de reflation de l'économie américaine. C'est allé très vite, c'est allé trop vite. Est-ce qu'on se berce d'un optimisme un peu béat là vis-à-vis d'un programme qui n'est qu'un programme de papier à ce stade? Oui, il faut faire attention. C'est vrai que les mouvements ont été quand même très violents sur les taux. On est presque monté de 0,5% sur le 10 ans. On a eu des mouvements quand même assez spectaculaires aussi sur les devises. Et clairement, il faut peut-être attendre un petit peu de voir un petit peu arriver ce programme. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, on a disséqué un petit peu les différents facteurs et tous quasiment sont orientés sur une hausse de l'inflation. Mais il faut voir aussi qu'il y aura le Congrès qui sera là un peu pour calmer les ardeurs de dépenses de l'administration Trump. Avec un parti républicain qui traditionnellement est quand même plutôt rigoriste, en tout cas conservateur en matière de finances publiques. C'est pas ceux qui veulent laisser filer la dette et les déficits aux États-Unis. Un mot, vous l'avez dit d'un mot, la force du dollar, mais c'est ce qui fait l'actualité aujourd'hui, Grégory. Alors nous on regarde beaucoup l'euro-dollar puisque ça nous implique nous Européens, mais
Ce qu'il faut peut-être même plus regarder encore, c'est ce qu'on appelle le dollar index, qui représente peut-être la vraie force du dollar face à une demi-douzaine de devises, qui sont les principales devises des partenaires commerciaux des États-Unis. Ce dollar index, alors ça vous dira rien, il est au-dessus de 100, on a fait 100,50 et des poussières, mais c'est un plus haut depuis 2003. Est-ce que ça redevient un sujet de préoccupation? Il y a un an, quand la Fed parlait, quand les entreprises américaines parlaient, le mot dollar fort revenait en permanence, Grégory. Ça devrait être un sujet de préoccupation pour une simple raison, c'est que énormément de pays émergents ont emprunté en dollars et que donc maintenant, quand ils doivent rembourser leurs dettes, ça leur coûte de plus en plus cher et ça peut faire une très très grosse différence sur les budgets de ces pays. Donc je dirais le premier effet négatif d'un fort dollar, ça sera sur les pays émergents. Le deuxième, ça sera un peu peut-être sur les exportations américaines, mais en même temps, puisque c'est compensé par les importations, ça ne sera pas quelque chose de dramatique. Je dirais, regardons les pays émergents, c'est là qu'on verra ce que peut donner un dollar qui maintenant, de nouveau, alors il y a de nouveau des gens qui disent « Ah, il sera à parité d'ici 3 mois, oui. Je serai le dernier à faire ce genre de pari », c'est toujours un peu ridicule, mais enfin, tout est possible. Non, mais c'est une prudence qui vous honore, Grégory, parce que je le disais hier, vous étiez plus avec nous, mais la veille de l'élection, donc on s'est vu à New York, et vous étiez le dernier peut-être à maintenir le doute dans mon esprit sur la capacité de victoire d'Hillary Clinton. Donc voilà, prudence qui vous honore complètement, Grégory. Quentin, un mot du dollar fort, et notamment vis-à-vis des émergents. Est-ce que les économies émergentes, est-ce que les pays émergents et les marchés émergents sont en capacité aujourd'hui de résister justement à cette force du dollar ? Alors je rejoins le point de Grégory Vologin sur le fait qu'effectivement le dollar fort impacte d'abord les pays émergents en termes de flux. On le voit déjà sur les devises locales qui dégringolent. On le voit, on risque certainement à chaque fois que le dollar est remonté de manière significative, on a eu des impacts techniques. Après, il faut regarder sur le fondamental. Sur le technique, clairement, c'est défavorable aux pays émergents. Après, on voit que quand même, s'il y a une politique reflationniste sur les États-Unis, on devrait avoir quand même un support sur les matières premières qui devrait être porteur déjà sur les exportateurs de matières premières. Et on a aussi du point de vue fondamental quand même des pays qui vont beaucoup mieux. Donc pour nous, on risque d'avoir de la volatilité sur le court terme. Ça risque d'être un peu difficile sur la première période, mais par la suite, si les données fondamentales restent ce qu'elles sont, on devrait passer à travers des marchés trop agités. Ouais, c'est ça. Il faut faire la distinction entre les effets techniques négatifs de court terme, éventuellement du dollar fort sur les émergents, et puis la situation plus fondamentale, plus structurelle aujourd'hui de ces économies, qui s'est quand même nettement améliorée par rapport aux dernières années. Antoine, on vous retrouve à la bourse de Paris. Alors le dollar fort, c'est jamais forcément très bon pour les exportateurs américains. Généralement, quand l'euro-dollar est faible, ça profite plutôt aux entreprises européennes. En tout cas, sur les marchés aujourd'hui, c'est pas très visible. C'est pas visible, d'autant que finalement les sujets de préoccupation des marchés ont eu tendance à se calmer ces dernières heures, notamment ce qui se passe sur les taux obligataires. Ça avait grimpé ces derniers jours, puis on est arrivé à un coup d'arrêt hier qui semble être marqué aujourd'hui. On a eu une petite résurgence ce matin, et puis finalement ça s'est calmé, ça reste à peu près sur les niveaux d'hier. On a eu une belle reprise du côté des cours du pétrole, avec notamment le baril de Brent qui est passé au-dessus des 47 $. On repasse un petit peu en dessous, mais on sent voilà que les marchés sont en voie de stabilisation. Et pourtant, sur les indices, ça se lit pas. Si vous regardez sur le CAC 40, depuis le début de la journée, là vraiment on a une pente descendante. On a un marché qui semble pas vouloir tenir ses niveaux, déjà parce qu'il y a assez peu de volume. On est à 1,5 milliard d'euros d'actions négociées à l'heure où je vous parle, donc concrètement la journée sera pas forcément très très active. Et puis on a décroché les 4500 points. Alors techniquement c'est important, on est à 4485 points. Un marché qui est plutôt apaisé et qui recommence à regarder du côté de la microéconomie. Et là il y a beaucoup de nouvelles, et notamment le secteur du jour qui est le secteur des télécoms, bien orienté après de très bonnes nouvelles, des trimestriels impressionnants au niveau télécom chez Bouygues, mais aussi chez Iliad. Et les deux titres sont en hausse, Bouygues en forte hausse, plus 3,12%, puis Iliad a considérablement réduit son avance, il ne grimpe plus que de 0,52%. Mais enfin, la liste des titres en hausse commence à s'amenuiser, notamment sur le CAC 40. On a Veolia qui grimpe de 1%, Capgemini plus 0,7%, ArcelorMittal plus 0,3%. Mais globalement, les autres fortes hausses, il faut les chercher hors indice, avec des cas particuliers sur des nouvelles ou des résultats, comme Cellnovo dans les biotech, qui gagne 4,9%, Boiron en plus 5%, ou Devoteam plus 3,63%. Et puis sinon, à la baisse, on retrouve Schneider Electric qui subit des prises de profit après l'annonce d'une cession d'une part de son
son capital par BPI France et Crédit Agricole. Le titre perd 2,7%. On a le secteur financier qui subit à nouveau des prises de profit à court terme. BNP Paribas, moins 2%, quasiment même score pour Société Générale. Et puis, un secteur qui distingue aussi à la baisse, c'est le secteur du luxe, avec de mauvaises prévisions de la part de Hugo Boss ce matin. Et du coup, dans le sillage, on a LVMH qui perd 2%. Et Kering qui s'affiche en baisse de 2,22%. Le CAC, donc en baisse, qui a décroché là depuis une heure à peu près, moins 1,14%. On est sous les 4500 points, 4484. Grégoire. Vous le disiez, Antoine, des investisseurs qui se focalisent sur les histoires microéconomiques du jour, et vous citiez, Antoine, des investisseurs qui se focalisent sur les histoires microéconomiques du jour, et vous citiez Bouygues, effectivement, hein, parmi les vedettes après la publication de ces résultats. On a quelques résultats encore également à Wall Street. Grégory, dans le secteur de la distribution, on avait Home Depot, tiers numéro 1 du bricolage, enfin tout pour la maison, parce que ça va bien au-delà du bricolage. On a son concurrent Lowe's aujourd'hui qui a publié, et puis dans la distribution également, de produits électroniques grand public notamment, il y a Target qui a sorti ses chiffres. Que nous disent ces entreprises, Grégory? Absolument. Lowe's, c'est intéressant à voir, parce que Lowe's, en fait, qui déçoit aujourd'hui, déçoit surtout, je pense, grâce à la force de Home Depot. Il y a toujours la compétition entre ces deux grandes enseignes, et historiquement, Home Depot réussit à avoir un taux de croissance en moyenne de 5%, alors que Lowe's a un taux de croissance de 2%. Donc oui, il y a une petite déception de ce côté-là. Target fait beaucoup mieux que prévu. Il faut se souvenir que Target, ils avaient vraiment beaucoup souffert, par exemple, du fait que plus de 100 millions des transactions de leurs cartes de crédit et les numéros de cartes de crédit de leurs clients avaient été volés. Les gens avaient un peu déserté les magasins. On a l'impression que là, la rentrée des classes, en tout cas, leur a été très très favorable, et leur guidance est bonne. Donc, je dirais, on a quand même beaucoup d'espoir sur cette fin d'année. Quand on regarde aussi les enquêtes de consommateurs, de l'optimisme des consommateurs, on a des espoirs que les ventes de fin d'année soient excellentes aux États-Unis. Et ça commence dès la semaine prochaine avec le Black Friday, le week-end de Thanksgiving pour vous aux États-Unis, et le Black Friday donc vendredi prochain. Pas cette semaine, mais la semaine... si, c'est cette semaine, je crois. Non, ou la semaine prochaine, Grégory? La semaine prochaine, vendredi prochain. La semaine prochaine. Voilà. Vous avez encore une semaine et demie de répit avant de rentrer dans la période frénétique de fête de fin d'année. Voilà pour les marchés américains. Aussi, encore un mot quand même, parce que là aussi, hein, c'est l'actualité des entreprises. On va bientôt pouvoir se focaliser a priori sur une introduction en bourse majeure. Alors, ce sera peut-être pas avant quelques mois, Grégory, mais c'est Snapchat qui aurait, parce que je crois que ça n'a pas été confirmé, mais c'est une info du Wall Street Journal, qui a déposé en toute discrétion, semble-t-il, un document d'enregistrement auprès du gendarme boursier américain en vue justement de son introduction en bourse. Absolument. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit donc, la première chose, c'est que puisqu'elle a demandé la confidentialité de ce document, elle peut le faire que si ses revenus sont inférieurs à 1 milliard de dollars. Les revenus sont évidemment inférieurs à 1 milliard de dollars, et les profits, n'en parlons pas, parce que c'est une compagnie qui perd beaucoup d'argent. Donc la question, c'est comment va être cette introduction en bourse, qui sera la deuxième plus grosse introduction technologique de tous les temps, si on considère que Alibaba a été une compagnie technologique, mais elle l'est quand même, puisque la capitalisation de Snapchat pourrait atteindre les 25 milliards de dollars. Et là, les investisseurs seront vraiment avertis. Ils vont acheter l'avenir, ils ne vont pas acheter les chiffres et les profits actuels de cette compagnie. Donc, plus que l'introduction, c'est surtout la réaction qui va être passionnante à voir. D'autant plus que c'est le premier unicorn qui va être introduit depuis qu'on a inventé cette catégorie de monstres de compagnies qui valent plus que 5 milliards de dollars en gros, et qui sont encore des compagnies privées. Merci beaucoup Grégory, bonne séance à vous à New York. On suivra l'ouverture évidemment en direct dans un quart d'heure. On est toujours en plateau avec Quentin Perroma, directeur de la gestion d'Assetfi, et puis